Bienvenue pour cette session très pratique et nous allons aborder le bilan à faire en cas d'extrasystole ventriculaire et quand proposer une ablation. Et pour aborder ce sujet, nous allons donner la parole à Franck Alimi, donc praticien à Paris et qui fait de l'ablation en tant que rythmologue à la clinique Paris 2. Franck, la parole est à toi. Merci Jean-Claude. Alors ce sujet qui est un sujet assez récurrent et qui est important, parce qu'on a tous dans notre pratique clinique des patients qui se présentent avec des extrasystoles ventriculaires. Alors quel bilan proposer? Faut-il aller jusqu'à l'ablation? Je vais tâcher pendant ce topo de répondre à ces questions. Alors comme toujours, il faut commencer un bon examen clinique par un interrogatoire du patient. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, si le patient a des antécédents familiaux de cardiomyopathie, de mort subite, évidemment, ça n'a pas la même saveur que quelqu'un qui se présenterait comme ça, tout venant avec 3 extrasystoles ventriculaires. Il faut rechercher des pathologies associées, le caractère et l'ancienneté des symptômes, et évidemment, comment se manifestent ces extrasystoles sous forme de palpitations uniquement, plus ou moins symptomatiques, mais aussi, chez certains patients, de véritables malaises lipothymiques, voire syncopes. Évidemment, on va tout de suite s'orienter sur un tableau différent. Et puis, par l'interrogatoire aussi, les modalités de survenue des extrasystoles, est-ce qu'elles surviennent au repos ou plus particulièrement à l'effort? Ça, c'est évidemment très important de le souligner. Et puis, enfin, y a-t-il des traitements en cours, puisqu'on sait que certains médicaments peuvent être aussi pro-arythmogènes, c'est important. Alors évidemment, on fera un examen clinique. Et quel bilan plus systématique doit-on envisager? On a des guidelines de l'European Society of Cardiology de 2015 qui vont nous indiquer évidemment qu'on doit faire, pour commencer, après le bilan clinique, on va faire un électrocardiogramme de surface, 12 dérivations qu'il faut savoir bien analyser. Bien sûr, on a les extrasystoles ventriculaires qu'on va regarder attentivement, mais l'électrocardiogramme intercritique de base, lui aussi va nous renseigner sur la possibilité, la nature d'une pathologie associée. Le Holter aussi de 24 heures ou sur des temps plus longs va aussi être indispensable pour regarder les modalités de survenue de ces extrasystoles, leur couplage, leur prédominance, leur caractère répétitif, le polymorphisme, etc. Ensuite, il faudra faire le plus souvent une épreuve d'effort, qui est un examen tout à fait intéressant pour regarder le caractère adrénergique ou pas de ces extrasystoles. Vous savez, on va s'intéresser à la disparition ou pas des extrasystoles à l'effort. Et puis une échographie au moins de base pour savoir dépister une cardiopathie associée, car évidemment, on a toujours en tête cette question, l'extrasystolie ventriculaire ne révèle-t-elle pas la présence d'une cardiopathie sous-jacente? Quand on est orienté et qu'on a des arguments pour penser qu'il y a peut-être un problème associé, on n'hésitera pas à aller à l'IRM cardiaque. L'IRM, c'est vraiment le gold standard aujourd'hui pour rechercher une cardiopathie, rechercher des anomalies, des foyers de fibrose intra-myocardique, épicardique, etc. On y reviendra. Et puis, dans des cas plus particuliers, on pourra aller à d'autres examens, mais je dirais que dans la routine, on s'en tiendra à ceci. Alors, quelques tracés électrocardiographiques. Celui de gauche, là, qui est rose, là, on le voit à l'écran. Il n'y a pas d'extrasystole, mais il y a une repolarisation précoce. Alors attention, on se dit, ah tiens, c'est quand même curieux, repolarisation précoce. Tracé de droite, on a un syndrome de Brugada de type Cove, c'est-à-dire celui qu'on qualifiait de type 1, mais enfin le syndrome de Brugada, avec ce segment ST sus-décalé, tout à fait caractéristique. Alors évidemment, si on a des extrasystoles ventriculaires et un tracé comme ça, attention. De la même façon, sur la partie de gauche, on a ici un QT long, tout à fait caricatural, et sur la partie basse, on voit à l'effort, à l'exercice, que ce QT se manifeste encore plus, il s'accentue encore un peu. À droite, sur le tracé vert, eh bien, on voit un tracé typique de DVDA, avec l'onde epsilon géante, et qui est un tracé caractéristique d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Vous voyez, on n'a pas vu une extrasystole, et pourtant déjà, on a des éléments intéressants pour la suite du bilan. Alors maintenant, quand on a des extrasystoles, il faut les enregistrer sur le tracé 12D. On voit ici une extrasystolie ventriculaire tout à fait classique, caractéristique, dit de
Rosenbaum, avec ce retard gauche, axe droit, tout à fait caractéristique d'une origine infundibulaire pulmonaire, avec parfois l'extrasystolie en salve, c'est ce qu'on appelle le galavardin, ou bien encore la tachycardie de Parkinson-Pape. Alors, effectivement, ça survient sur des cœurs sains, mais enfin, quand vous avez des salves hyper rapides, ça peut être aussi symptomatique, voire parfois plus que ça. Donc, certainement, il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente, mais enfin, il peut y avoir aussi des symptômes invalidants, voire préoccupants. C'est à opposer à des extrasystoles ventriculaires qui ont une tête moins engageante, on va dire. Ici, voilà, sur le tracé de gauche, on voit qu'on a un infarctus semi-récent, et puis des extrasystoles, retard droit, crochetés, empâtés, qui évidemment, sur l'analyse morphologique, sont moins bonnes et qui nous incitent à faire attention. Sur le tracé de droite aussi, vous voyez, on a une hypertrophie ventriculaire gauche sur le tracé tout à droite et avec des extrasystoles ventriculaires retard droit, crochetés, empâtés, peu amples. Attention. Le Holter, évidemment, c'est très important parce qu'on va voir comment, je l'ai dit tout à l'heure, évoluent les extrasystoles dans le temps. On a un cœur sain chez ce patient et on voit que les extrasystoles ventriculaires ont tendance à s'accentuer la nuit quand la fréquence cardiaque se ralentit pour disparaître totalement le jour. Ça, c'est le profil classique des ESV bénignes. Cet autre exemple, ici, une TV en salve, toujours sur un cœur sain. Un autre exemple ici, au contraire, un patient qui se plaignait de tachycardie d'effort en salve avec un épisode syncopal. Évidemment, là, on est quand même beaucoup moins rassuré. On voit le polymorphisme de l'extrasystolie. Et puis ici, des salves ventriculaires rapides qui, en l'occurrence, se sont présentées chez un patient porteur d'une dysplasie. Enfin ici, un autre exemple, une cardiomyopathie dilatée, et on voit ici à nouveau des extrasystoles à couplage très court, avec un polymorphisme des salves rapides, un cœur malade, évidemment, là, on est quand même inquiet. L'épreuve d'effort, je l'ai dit tout à l'heure, on va regarder un petit peu le dynamisme des extrasystoles. Est-ce qu'elles diminuent, est-ce qu'elles augmentent, est-ce qu'elles apparaissent en salve? Évidemment, regardez aussi le segment ST, qui vous en dira un peu plus sur la présence d'une ischémie myocardique associée. L'électrocardiographie à haute amplification, évidemment, la recherche de potentiel tardif ventriculaire, il n'y a plus beaucoup de gens qui la font. Bon, la stratification du risque rythmique chez les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires, ça passionne plus beaucoup de monde. On regarde la fraction d'éjection, point. Mais quand même, quand on a un patient qui a une suspicion de DVDA, là, il est intéressant de rechercher des potentiels tardifs ventriculaires. Pourquoi? Parce que, comme on le voit en bas à droite, après quelques années, tous les patients démasquent des troubles tardifs, une repolarisation, enfin des potentiels tardifs, c'est-à-dire un retard à la dépolarisation de l'activation au niveau du ventricule droit. Donc faire une recherche de potentiel tardif ventriculaire, ce n'est pas du tout inutile si on suspecte une dysplasie du ventricule droit. L'IRM cardiaque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un examen qui est devenu très important. On ne le demande pas chez tout le monde, mais dès qu'il y a un petit doute, quelque chose qui paraît un petit peu discordant, ou un cœur un petit peu mou à l'échographie, eh bien on va faire une IRM cardiaque. Il y a un temps cinétique, une dynamique de la contraction. On peut voir, par exemple, je prends le cas d'une DVDA, on va voir peut-être une zone dyskinétique sur le ventricule droit, un anévrisme, ça va nous orienter. Et on a aussi l'analyse avec l'injection de gadolinium et le rehaussement tardif qui va nous montrer des zones de fibrose. Et ça, évidemment, ça va orienter le diagnostic. On a dans cet exemple plusieurs cas. Un infarctus tout en haut à gauche avec une zone de fibrose sous-endocardique, on voit bien en blanc. Au milieu, en haut, une myocardite avec des cicatrices plus épicardiques. Et en haut à droite, on a une cardiomyopathie dilatée avec de la fibrose intramyocardique. Enfin voilà, là, il y a tout un démembrement à partir de l'IRM qui permet d'orienter vers telle ou telle cardiopathie. Lorsqu'on pense à une DVDA, il n'est pas vain de faire une angiographie du VD. On peut voir des troubles de cinétique. Bon, c'est vrai qu'avec l'IRM, les choses sont quand même plus claires, mais l'angio-VD peut parfois montrer encore des petits troubles de cinétique du ventricule droit qui sont tout à fait intéressants. Quand on en arrive à faire une stimulation ventriculaire programmée, c'est qu'on a quand même une forte suspicion de dysplasie, comme ici, et évidemment,
on peut avoir chez ce patient le déclenchement d'une TV, évidemment. Mais là, ça nous éloigne un petit peu, je crois, du sujet qui était celui d'une extrasystolie ventriculaire de découverte fortuite, pour vous montrer quand même le panel des examens qu'on est capable de faire. Alors, je voudrais insister sur un sujet qui me paraît de première importance, c'est des extrasystoles ventriculaires abondantes. Or, on sait aujourd'hui qu'il faut faire attention à des patients qui ont beaucoup d'extrasystoles ventriculaires, car ils sont susceptibles de développer une cardiomyopathie rythmique. Et ça, c'est très important à considérer. Il y a cette étude-là, State of the Art, qui avait été faite sur l'analyse de plusieurs études, qui montre que chez des patients qui ont plus de 24% de charge en extrasystole ventriculaire, on a une baisse très marquée de la fraction d'éjection ventriculaire. Il y a même une sorte de linéarité, je dirais, entre la quantité des extrasystoles et la fraction d'éjection ventriculaire. On peut dire qu'au-delà de 10-12 000 extrasystoles ventriculaires par jour, et même si celles-ci sont strictement normales et bénignes, on peut développer une cardiomyopathie rythmique. Donc, attention, le caractère quantitatif, là, ce n'est pas un problème de risque rythmique, c'est un problème de risque ventriculaire, de dysfonction ventriculaire, c'est un problème de mécanique. Et comme on peut le voir sur cet exemple, ce sont plusieurs séries où des patients avaient une charge en arythmie ventriculaire tout à fait importante. Après ablation, on a une baisse considérable de la charge en extrasystolie ventriculaire et la fraction d'éjection qui va s'améliorer de façon tout à fait significative une fois qu'on aura délesté ce cœur de ces battements anormaux, asynchrones. Ça nous rapproche un petit peu de la question de l'asynchronisme, si vous voulez, ventriculaire en cas de bloc de branche gauche, par exemple.